Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du dimanche 7 mai 2023 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, c'est dans l'unité et la coopération que Madagascar accueillera la 11e édition du Jeu des îles de l'océan Indien, comme en témoigne la journée des médailles fixée par le président Andry Rajoelina pour récompenser les sportifs méritants au palais d'État Diavlou aujourd'hui. Le gouvernement est à leur côté et soutient pleinement les sportifs. Ainsi, chaque ministre parrainera une discipline. Lors de cette journée des médaillés, le président de la République a remis des distinctions honorifiques aux athlètes qui ont porté haut le flambeau du pays. Les détails avec Judikel Ranjanirin et Andra Zanjabe. 100 jours avant l'ouverture de la 11e édition des Jeux des îles, les sportifs de nombreuses disciplines, les entraîneurs et les responsables de fédérations se sont réunis avec le président de la République et les ministres ce matin à Diavlou. La journée d'aujourd'hui leur a été dédiée par le président pour leur adresser ses appréciations et ses encouragements. Et surtout, cette journée des médaillés vise à renforcer la coopération pour relever le plus grand défi du sport malagasy cette année, les Jeux des îles. Les joueurs qui ont porté haut le flambeau national, que ce soit dans la pétanque, le rugby, le tennis, le taekwondo, le judo, le karaté, l'athlétisme, la lutte, le football, etc., ont reçu une distinction honorifique. L'amour de la patrie et du sport les ont poussés à se surpasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes, a déclaré le président Andry Rajoelina, raison pour laquelle ils ont été gratifiés. Pour les Jeux des îles qui se tiendront en août à Madagascar, l'objectif est de gagner le plus de médailles pour le pays, a soutenu le président Andry Rajoelina, qui a souligné que la tenue de ces Jeux des îles est un énorme défi pour le pays. Dans un tout autre sujet, la présidente du tribunal de première instance de Fianarantsoa, Ranjia-Manatena Lalaina Arsu, a été officiellement installée vendredi dernier lors d'une cérémonie honorée par la présence de la ministre de la Justice. Par ailleurs, le tribunal de première instance d'Ius a également été rénové grâce à la collaboration du ministère de tutelle avec le PNUD. Les détails. Activation des jugements concernant les litiges fonciers, renforcement de la coopération avec les journalistes pour améliorer la vulgarisation des lois et droits des citoyens dans le cadre d'un tribunal de proximité. Telles sont les priorités de Ranjia-Manatena Lalaina Arsu, présidente du tribunal de première instance de Fianarantsoa, qui a été officiellement installée vendredi dernier lors d'une cérémonie honorée par la présence de la ministre Ranjia-Manatena Linde Boulatine. Toujours dans la partie sud, le tribunal de première instance d'Ius a été inauguré. Il s'agissait d'une première réhabilitation depuis sa création grâce à une coopération avec le PNUD, qui a également fait don de $30 000 d'équipements informatiques pour mettre en œuvre les programmes prioritaires du ministère. La représentante du PNUD, Natasha Van Rijen, a souligné que pour la population, le seul moyen de juger de l'efficacité de la justice est simple: l'égalité devant la loi, l'égale protection de la loi, le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi, et cela doit se traduire dans le concret en nombre de nouvelles personnes ayant accès aux services juridiques, que cela soit formel ou informel, ainsi que l'augmentation du nombre de cas traités au niveau des tribunaux, et la réduction du nombre de dossiers en instance qui pourront désengorger également la situation carcérale du pays encore problématique. Selon la ministre de la Justice, Linde Boulatine Ranjia-Manatena, cet appui contribue à la concrétisation de la vision d'une justice impartiale, équitable, indépendante et proche de la population. Le ministère s'attache à la promotion de ces normes et encourage les efforts et la collaboration des parties prenantes dans ce sens. À part celui d'Ius, les tribunaux de première instance d'Akazoa, Boatsimu, Fianarantsoa, Tolaniar, Ampani Andjefan, Mbuvumbe et Murumbe seront également équipés de matériel informatique dans le cadre d'une collaboration entre le ministère et le PNUD.
Et 9 entreprises de la région de Vakna Karachi œuvrant dans le textile ont reçu une formation pour améliorer la gestion des affaires ainsi que des ressources humaines. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle leur a remis leur certificat vendredi dernier. Les détails. L'industrie textile crée des emplois. De nombreuses entreprises opèrent dans la région du Vakna Karachi. Afin d'obtenir une bonne qualité de produits et une harmonie sur le lieu de travail, 9 entreprises impliquées dans l'industrie textile ont été formées. Il s'agit d'une formation en collaboration entre la FMFP, l'OIT et le projet Better Work. L'Organisation internationale du travail fait la promotion de la justice sociale pour pouvoir combattre les inégalités, réduire la pauvreté et évidemment cela passe par la création d'emplois décents. Nous savons que le secteur textile est très important ici, ça crée des centaines de milliers d'emplois, que ce soit formels ou encore informels. Et lorsqu'on prend toute la chaîne d'approvisionnement, c'est un pourvoyeur d'emplois. Donc c'est pourquoi nous, à l'OIT, nous avons initié le programme Better Work, et qui est rare. Le programme Better Work est présent seulement dans 3 pays en Afrique. Madagascar est très privilégié. Dans le cadre de l'activité d'aujourd'hui, notre collaboration avec le Fonds malgache pour la formation professionnelle rentre dans l'objectif global de l'OIT d'étendre ses partenariats pour pouvoir créer une certaine coalition sur la justice sociale. Dans ce sens, avec le Fonds malgache pour la formation professionnelle, nous voulons promouvoir le secteur industriel pour que celui-ci soit non seulement créateur d'emplois décents et de qualité, mais aussi que ce secteur soit innovant, soit durable, soit inclusif et résilient, en intégrant les techniques, les nouvelles technologies, le changement climatique, le changement démographique, et tout ceci pour faciliter à ces industries de faire une transition juste. Ça veut dire une transition qui intègre le volet économique, qui intègre le volet social et évidemment le volet de compétitivité. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train d'élaborer cette collaboration. La collaboration entre les 2 entités ne se limite pas au secteur textile, mais s'étend à d'autres secteurs. La formation suivie par ces entreprises a duré 1 an. Hier, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle leur a remis leur attestation. L'insécurité sévit à Maintrand, d'après le député élu dans cette localité. Selon lui, l'attente des ordres venant de leurs supérieurs retarde souvent la prévention des incidents ou de l'insécurité. Toujours selon lui, les matériels des forces de l'ordre devraient être renforcés. Un reportage de Ratra Mananzatouf sur les images de Sechranjanasi. Vol de bétail, cambriolage finissant souvent en meurtre. Tels sont les cas d'insécurité qui surviennent souvent dans le district de Maintrand, selon les élus locaux. L'armée, la police nationale et les gendarmes s'impliquent à fond pour maintenir la sécurité dans cette localité. Mais il y a des moments où ils doivent attendre les ordres d'Antananarivo, de Madzang ou de Murundav avant de mener leur opération. Le manque d'équipement est également un problème. Ainsi, ils demandent de renforcer leur matériel. Toujours selon lui, les députés prêtent main forte aux forces de l'ordre dans l'instauration de la paix dans le district de Maintrand. Administration à présent, le paiement des indemnités spéciales du CLRE et de la CEC, promises par le président de la CENI, a débuté hier à Tuléar. Ces indemnités font partie du budget alloué par le gouvernement pour la préparation des élections. La délégation conduite par le président de la CENI se rendra à Yous, Fianarantsu, un bus chez Antirabé, après Tuléar, afin de pouvoir discuter sur l'importance de cette commission électorale. C'est également l'occasion de renforcer les consignes pour les présidentielles et l'évaluation de la révision de la liste électorale, mais aussi le suivi des activités des CEC, CED, CEP et le CER.
La CENI renforce les sensibilisations pour que les citoyens s'inscrivent sur la liste électorale auprès des Fuktan jusqu'au 31 mai, ce qui inclut la sensibilisation des électeurs à vérifier leur nom dans la liste provisoire. Il convient de noter que les citoyens peuvent consulter la liste sur le site internet de la CENI afin d'assurer la transparence de la liste électorale. Côté santé, 17 nouveaux cas, dont une forme grave liée au Covid-19, ont été enregistrés dans la semaine du 29 avril au 5 mai, d'après les statistiques publiées par le ministère de la Santé. Parmi ces cas, 6 sont enregistrés à Nalamangue, 1 de chaque dans les régions Buen et Itas, 2 de chaque dans la Haute-Matziach et dans l'Anjouï, et 5 dans la région Vaknakarach. Et pour terminer les actualités locales, le président de la République a donné des consignes afin que le gouvernement soutienne les victimes des intempéries dans leur redressement. C'est la raison pour laquelle la caravane alimentaire a été envoyée dans la région du sud-ouest pendant 20 jours. Les détails. 2 intempéries ont traversé Madagascar cette année. Il y a eu le cyclone Cheneso les 25 et 26 janvier qui a fait 33 morts, 20 personnes portées disparues, 90 870 victimes, soit 20 980 familles. Le cyclone Freddy qui a également fait des ravages lors de ces 2 passages, dont le premier était les 21 et 22 février et le second les 5 et 6 mars. Il a fait 13 morts et plus de 180 000 victimes. Cela fait 10 ans qu'on n'a pas vu de tels cyclones dans la région du sud-ouest. Le gouvernement, à travers le BNGRC, a déjà pris des mesures pour prévenir les cyclones et inondations. Diverses aides ont déjà été octroyées. La DASP, le SPM, le ministère de la Population et le CPC ont donné la main au BNGRC pour ces aides. Dès le passage des cyclones, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont mobilisés. Cela ne s'est pas arrêté là. Les résidents ont également été aidés à se redresser. Une caravane alimentaire a été diligentée, une initiative du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. D'ailleurs, le président de la République a émis la consigne de soutenir ses victimes. La caravane alimentaire a officiellement commencé le 21 mars 2023 et a duré 20 jours, c'est-à-dire qu'elle s'est terminée le 9 avril 2023. La caravane a été divisée en 2. La caravane alimentaire dans la région du sud-ouest, destinée aux personnes victimes de Freddy, et la caravane humanitaire, destinée à relever la population de Béchouk en raison du Kéré. Du riz pesant 165,5 tonnes, 31,9 tonnes de légumineuses et 11 238 litres d'huile ont été distribués. 10 véhicules préparés par le BNGRC l'ont acheminé vers 5 districts, Tuliar, Bétiouk, Bétioukatsimu, Ampani-Andjefan, Sakara. L'hélicoptère du PAM a été utilisé pour les districts difficiles d'accès, notamment Benench, Ankazouab et Beruru. 10 650 familles, soit 53 250 personnes, ont bénéficié d'une aide alimentaire durant les 20 jours de la caravane alimentaire. À Béchouk, 4 755 familles, soit 23 575 personnes en ont bénéficié. Ainsi, au total, 77 025 personnes, soit 15 405 familles, ont bénéficié de l'aide provenant de l'État, souligne le général Ela Kanjiakadze, directeur général du BNGRC. La caravane alimentaire a été conçue pour offrir aux gens la possibilité de se remettre sur pied après ces catastrophes naturelles. Il y a des endroits où l'accès était difficile, mais le BNGRC a utilisé tous les moyens pour que l'aide les atteigne. Et à l'international, le Conseil des administrations de la Banque mondiale a nommé ce jour Ajay Banga à la tête de l'institution pour un mandat de 5 ans à compter du 2 juin 2023. Dernièrement vice-président de General Atlantic, Ajay Banga avait auparavant occupé le poste de président-directeur général de Mastercard, organisation d'envergure mondiale
comptant près de 24 000 employés, qui, sous sa direction, a établi le Center for Inclusive Growth dans le but de promouvoir une croissance économique équitable et durable, ainsi que l'inclusion financière dans le monde entier. Il remplacera donc David Malpass. Et puis l'Ukraine a lancé cette nuit plus de 10 attaques de drones sur la péninsule de Crimée, selon les autorités russes. Les attaques de ce type donnent généralement lieu à des images circulant sur l'Internet ukrainien, ce qui n'est pas le cas, confirme le correspondant de France 24 en Ukraine. Les détails. Or, les Russes parlent d'une dizaine de drones. Essentiellement, ces frappes concernent la côte ouest de la Crimée. Il n'est pas clair pour le moment si ces drones ont atteint leur cible. Les Russes disent avoir les abattus. Sur place, des gens disent avoir entendu le travail des missiles solaires, en tout cas des explosions. On n'a pas encore vu sur Internet des images de incendies en Crimée, le genre de choses qui d'habitude suit ces attaques. La plupart des fois, jusqu'à présent, il y a eu moins de tentatives de frapper des endroits, beaucoup d'endroits au même moment, mais à chaque fois qu'il y a eu des frappes sur l'internet ukrainien, circulaient assez rapidement des images, des résultats. Pour le moment, je n'en ai pas vu. Est-ce que cela veut dire que les Russes disent vrai quand ils disent avoir abattu ces drones, ou juste que les attaques n'étaient pas de l'ordre à provoquer des incendies avec beaucoup de fumée noire, par exemple, quand c'est le cas quand ce sont des bases de pétrole qui sont ciblées. En tout cas, les Ukrainiens estiment qu'il est absolument dans leur droit d'attaquer la Crimée occupée par la Russie depuis 2014. Cela fait partie des cibles de leur contre-offensive. Ils disent cibler des dépôts de pétrole et des cibles militaires, des bases militaires qui sont effectivement concentrées pour la plupart sur cette côte ouest de la Crimée qui a visiblement été ciblée aujourd'hui. Et puis l'Iran a exécuté samedi le dissident irano-suédois Habib Chad, reconnu coupable d'avoir dirigé un groupe séparatiste arabe de l'ouest du pays et condamné à mort pour terrorisme, un acte qualifié de sanction inhumaine par l'Union européenne. France 24. Il était condamné à mort depuis le 6 décembre dernier. Le dissident irano-suédois Habib Chab a été pendu samedi matin, selon les autorités judiciaires iraniennes. Une exécution immédiatement dénoncée par l'Union européenne et la Suède. La peine de mort est une sanction inhumaine et irréversible. Et la Suède, comme le reste de l'Union européenne, condamne son application en toutes circonstances. Habib Chab était le chef du mouvement arabe de lutte pour la libération d'Havas, un groupe séparatiste considéré comme terroriste par Téhéran qui opère dans la province du Khouzestan. La région, où vit une importante minorité arabe, a été le théâtre de contestations violemment réprimées en 2019. Habib Chab était accusé d'y avoir commis un attentat meurtrier en 2018. Ses aveux, dans une vidéo diffusée par des médias iraniens, ont probablement été obtenus sous la torture, selon les associations de défense des droits humains. L'opposant, qui vivait en Suède, avait été kidnappé à Istanbul lors d'un voyage privé en octobre 2020 et était depuis détenu dans les geôles iraniennes. 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à son enlèvement avaient ensuite été arrêtées par les autorités turques. L'exécution d'Habib Chab survient quelques mois après celle de l'irano-britannique Ali Reza Abkari, condamné pour espionnage. Ces derniers mois, les peines de mort se sont multipliées dans le pays, dans un contexte de répression accrue après les manifestations massives contre le régime à l'automne dernier. 582 pendaisons ont eu lieu en 2022, selon des organisations de défense des droits humains. Et pour terminer, à Port-Soudan, sur la côte épargnée par les violences, l'ONU et de plus en plus d'ONG tentent de négocier l'acheminement de cargaisons d'aide vers Khartoum et le Darfour, où hôpitaux et stocks humanitaires ont été pillés et bombardés. France 24. C'est une ville que beaucoup veulent atteindre. Port-Soudan, au bord de la mer Rouge, est l'une des principales portes de sortie du pays. De nombreux déplacés campent ici dans ces tentes sur les quais du port. Les hôtels sont soit complets, soit trop chers. Certaines personnes sont là depuis 2, 3 ou 4 jours et elles restent dehors pendant la nuit. Quand un bateau arrive, ils font tamponner leur passeport et ils partent. Nous avons beaucoup de mal. Le processus d'évacuation est très difficile.
Vendredi, 4 avions du Comité international de la Croix-Rouge ont atterri dans la ville côtière. À leur bord, de la nourriture et du matériel médical. Le défi est de délivrer cette aide là où elle est nécessaire, de permettre aux hôpitaux de sauver la vie des patients. Dans le même temps, nous devons au plus haut niveau possible mettre la pression sur les belligérants, mais le plus important pour moi est d'agir au niveau local pour accéder aux zones d'opération. Ce samedi, l'armée soudanaise envoie ses négociateurs à Jeddah à l'initiative de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Des discussions entre représentants qui pourraient entrouvrir la possibilité d'une réelle trêve. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Villa.